Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans des fermes verticales, donc on indoor, super high-tech, au Japon. Je vais vous raconter comment on a réussi à entrer dans ces fermes super secrètes. Puis évidemment, je vais vous montrer ce qu'on y a vu. On va réfléchir à pourquoi est-ce que ce modèle de ferme est si développé au Japon. Et on poussera un petit peu la réflexion à se demander est-ce que ce modèle est adapté à un pays comme la France. Les images que je vais vous partager là ont été filmées en novembre 2018, donc il y a très longtemps. J'ai mis du temps à les diffuser pour deux raisons. D'une part parce que j'ai 1 million de vidéos trop cool à vous partager, mais j'ai pas le temps. Donc j'ai plein de petites pépites sous le coude et j'espère que je vais réussir à vous les diffuser dans les prochains mois. Et d'autre part, et donc surtout, parce que les Japonais sont très secrets sur leur technologie, et donc je ne pouvais pas diffuser librement ces images juste après la visite. Maintenant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, bien que à nos yeux ça puisse paraître super stylé, 3 ans après, pour eux et pour leur concurrence, en fait c'est complètement obsolète, donc ça ne pose plus aucun problème de les diffuser. Alors, premier point, comment est-ce que nous, petits sourciers maraîchers, nous sommes retrouvés dans ces fermes indoor ultra secrètes au Japon? C'est à peu près impossible de se pointer comme ça là-bas, comme on a pu faire aux États-Unis ou en Amérique latine, genre youhou, toc toc, ça va, ça boum, c'est cool, tout va bien, j'ai une chaîne YouTube, je peux venir filmer. Non, 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 le Japon c'est mort, ça fonctionne pas comme ça. Tout est hyper contrôlé et hyper protocolaire. Donc en fait, on a été invité à une mission qui a été organisée par Food Loire, VG-Police et Business France, une mission qui s'est intitulée Les fermes verticales au Japon. Ils ont proposé à différents acteurs de la filière de partager à ce voyage d'études. Leur objectif, c'est qu'on observe, qu'on brainstorm ensemble, qu'on crée des liens avec les acteurs japonais, qu'on expertise des débouchés potentiels et qu'on réfléchisse ensemble à ce qui pourrait être réplicable sur notre propre territoire. On était une dizaine de participants, tous experts sur un sujet bien précis et des sujets qui sont d'ailleurs complémentaires. Donc il y avait un spécialiste des serres, un spécialiste des substrats, un spécialiste des semences, un spécialiste du monde horticole, un spécialiste du compostage et nous, spécialistes de l'hydroponie du coup. Vous imaginez un petit peu les échanges ultra riches qu'on avait, c'était juste une opportunité folle. On a donc passé une semaine au Japon, qui est un pays totalement déboussolant et extraordinaire. On a visité 9 fermes, mais aussi des centres de recherche, à Tokyo, à Osaka et à Kyoto. J'ai même pu rencontrer ma deuxième idole japonaise, après Hayao Miyazaki bien sûr. Il s'agit du chercheur et de l'auteur du fameux livre Plant Factory, qui est quand même la référence en termes d'hydroponie en indoor. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Toyoki Kozai. J'étais comme une fangirl et j'ai même demandé un petit autographe et une photo de groupie. Les fermes verticales sont en plein essor au Japon. En 2009, ils en dénombraient 34, en 2017, 197. Et aujourd'hui, il y en a largement plus de 200. C'est pas un épiphénomène, et d'ailleurs, ils sont répartis sur tout le territoire japonais, pas que en ville. C'est énormément plus que ce qu'on a en France, et je vous expliquerai en deuxième partie de la vidéo pourquoi. Qu'est-ce qu'on y a vu dans ces 9 fermes ? Au niveau des variétés, c'est principalement des salades qui sont cultivées, des petites laitues. Et il y a aussi quelques petits légumes feuilles, des petits leafy greens comme du kale, des petits choux, des épinards, un petit peu de basilic, pas beaucoup, des micro-pousses. Et aussi quelques fruits rouges, mais c'est plutôt anecdotique. Au niveau de la technologie, c'est une culture sur étage, parfois énormément d'étages. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des fermes verticales. Ces plantes, au niveau de la lumière, c'est la lumière artificielle, LED, et au niveau de la nutrition, c'est des liquides nutritifs minéraux. Au niveau des innovations qu'on a pu voir, je peux pas tout raconter, mais bon, dans les grandes lignes, certaines fermes sont équipées de LED avec des variateurs d'intensité et de spectre, ce qui leur permet vraiment d'économiser un maximum sur le temps de croissance et d'éviter de les déplacer sous différentes lumières. Certaines fermes, évidemment, automatisent tous les déplacements et les différents transplants pour utiliser un minimum de main-d'œuvre. Certaines fermes utilisent une solution nutritive qui comprend de l'eau de mer qui est récupérée à un endroit bien spécifique comme complément parce que ça apporte apparemment certains minéraux qu'on ne trouve pas dans les solutions nutritives classiques et donc ça rend les laitues beaucoup plus nutritives. Les systèmes de gestion climatique sont évidemment poussés à leur maximum avec de l'injection de CO2, avec de la super extraction, avec parfois de la récupération de l'humidité dans l'air pour la réinjecter dans le système pour vraiment utiliser un minimum d'eau.
Évidemment, un super contrôle de l'aération, de la température. Grâce au contrôle climatique et à l'utilisation de chambres de culture dédiées, ils arrivent sur certains fruits rouges à doubler les cycles de culture par an et donc à doubler le nombre de récoltes par an. Ici, pas de bioponie, on n'aime pas les bactéries au Japon, on reste toujours sur la solution nutritive minérale dans ce qu'on a observé. Au niveau des systèmes de culture, presque tout ce qu'on a vu sont des deep flow, c'est-à-dire des mini-rafts. Donc avec pas beaucoup d'eau parce que comme c'est en étage sinon c'est vraiment trop lourd, avec toujours une couche d'air entre le niveau de l'eau et la plaque de support des plantes. Un petit kratki, vous connaissez. J'ai pas le droit de rentrer plus en détail que ça, mais je vous laisse avec quelques images et vous pouvez en profiter, vous en mettre plein les yeux. Vous pourrez vous amuser à essayer de détecter les petits détails et peut-être à deviner certaines innovations. Maintenant, on va analyser le contexte du Japon. Pourquoi est-ce que dans ce pays, les fermes verticales sont si développées? Alors, moi je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, gna gna gna. Moi, ce que j'apprécie, c'est comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça aujourd'hui. Le contexte, c'est toujours hyper important à prendre en compte. Le territoire japonais, il est très spécial. Il est 2 fois plus petit que la France, pourtant il y a 2 fois plus de monde qu'en France, donc par un savant calcul on devine qu'il y a 4 fois plus de monde au mètre carré qu'en France. C'est très concentré. Là-dessus, il faut prendre en compte aussi que 73% du territoire ce sont des montagnes, et les montagnes c'est pas le plus merveilleux adapté pour faire de l'agriculture. Du coup, il ne leur reste que 4,7 millions d'hectares pour faire de l'agriculture, là où si on calculait les besoins typiques, il leur en faudrait 12 millions d'hectares de plus pour être bien quoi, au niveau agricole. Finalement, ils sont pas du tout autosuffisants, sauf sur le riz qui est leur principale production. Là oui, c'est le seul truc sur lequel ils sont autosuffisants. La taille moyenne d'une exploitation, c'est de 3 hectares, ce qui est vraiment minuscule quand on compare avec la France. Et l'agriculture, ça se pratique comme hobby, mais au niveau des nouvelles générations, c'est pas très attractif. D'ailleurs, l'âge moyen d'un agriculteur aujourd'hui est de 67 ans. Donc ils ont vraiment un gros problème de vieillissement du secteur agricole. On a aussi le problème en France, mais pas aussi grave. Et je fais un petit point sur l'alimentaire au Japon, parce que je trouve que c'est très important à rentrer aussi dans le contexte. Vous allez voir, c'est fascinant, c'est fascinant. Avec la mondialisation, les Japonais modifient peu à peu leurs habitudes de consommation alimentaire. Ils mangent désormais moins de poissons, plus de viande, moins de riz, plus de pain, moins de soja, plus de lait, et malheureusement moins de légumes et plus de produits transformés. C'est grave, bon, d'une part pour leur santé, parce que c'est quand même pas ouf. Clairement, ils mangent vachement moins bien qu'avant. Et puis aussi, c'est grave au niveau économique, parce qu'en fait, la plupart des choses qu'ils mangent aujourd'hui, ils ne peuvent pas le produire sur place. Et cette occidentalisation de la culture alimentaire, c'est pas qu'au Japon qu'on l'observe, on l'observe dans plein de pays. Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'ai grandi en Chine. Et au fur et à mesure des années, j'ai vraiment pu observer le changement opéré. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de lait, normal, parce qu'en Chine, en fait, ils n'ont pas de vaches laitières, ils ont que des buffles. Et au fur et à mesure des années, on a réussi à avoir du lait. Alors les Chinois, ils avaient toujours pas de vaches laitières, mais ils importaient le lait de Nouvelle-Zélande. Moi j'étais ravie, mais je me rendais pas compte à quel point en fait c'est chaud de faire ça. Donc on revient au Japon où ils ont le culte de la fraîcheur, mais maintenant ils ont plus le temps de faire leurs courses 3 fois par semaine au marché, ils ont pas le temps de passer des heures en cuisine à préparer des choses qui soient hyper bonnes pour la santé. Au Japon, c'est comme partout, maintenant les 2 parents travaillent, et en plus au Japon ils travaillent énormément d'heures, et donc ils ont besoin que ce soit pratique et rapide. Donc on se retrouve dans un pays où il y a trop peu de terre pour pouvoir nourrir tout le monde, où les agriculteurs deviennent vieux et les nouvelles générations sont pas du tout attirées par ce secteur, où les gens mangent de plus en plus mal, et surtout, où ils n'ont que 39% d'autosuffisance alimentaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils importent énormément de nourriture, et parfois celle-ci elle vient de super loin. Heureusement pour leur balance globale, ils exportent énormément de choses, principalement dans le secteur de la technologie, mais il faut reconnaître qu'ils sont dans une situation délicate et ils le savent. Les pays qui leur vendent des denrées alimentaires, ils peuvent leur mettre des petits coups de pression. Et ça, c'est jamais très cool. Et donc c'est en partie pour solutionner tous ces problèmes que le gouvernement et des entreprises privées ont investi énormément dans la recherche et le développement de ces fermes verticales. Ça leur permet de produire localement pour être un peu plus indépendants, sur des surfaces beaucoup plus restreintes, vu que c'est en étage. Ça permet d'avoir une agriculture qui soit moderne et innovante, donc attirer des nouvelles générations d'agriculteurs.
Et ça leur permet aussi de développer une technologie sur laquelle ils sont clairement spécialistes, technologie qu'ils pourront ensuite exporter en vendant leur expertise et leur matériel à l'extérieur. Évidemment, c'est aussi un mode de culture qui s'inscrit dans un contexte de changement climatique global, et clairement, ce mode de culture-là, il est assez bien adapté à toutes les crises climatiques qu'on peut malheureusement anticiper, qui arriveront probablement dans le futur. À tout ça, je rajoute une donnée qui est très importante. Ce mode de culture, contrairement à la France, qui est très attachée à son terroir, s'inscrit très bien dans la culture japonaise. Eux, ils ont la phobie des micro-organismes et de la pollution. Et ça s'est encore renforcé après le scandale de Fukushima. Pour eux, si c'est hors sol, ça veut dire que c'est safe, bien plus safe que si c'est en terre. Et donc, ils vont préférer une option en hors sol qu'une option en sol. Alors j'imagine que ça brûle les oreilles de certains d'entre vous, et j'en suis désolée. Mais je trouve que c'est hyper important de voir les choses sous une autre perspective, d'essayer de changer son point de vue, de s'ouvrir l'esprit. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous les mêmes challenges à relever, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Dernière partie, est-ce qu'on pourrait un jour voir ça en France, comme au Japon? Ce n'est que mon avis, mais certainement pas autant. Je vois plusieurs freins à leur développement sur notre territoire français métropole. Tout d'abord, notre territoire ne s'y prête pas vraiment parce qu'on a encore beaucoup de terres qui sont arables, on a encore suffisamment d'eau et on a une très bonne autosuffisance en France. On produit 111% de ce qu'on pourrait manger, donc on a une balance qui exporte plus que ce qu'elle importe au niveau alimentaire. Ensuite, deuxième gros frein, c'est vraiment la culture. En France, on déteste tout ce qui est en hors-sol et je sais de quoi je parle. Et encore plus, si ce hors-sol, c'est en indoor sous lampe. Bon, ce qui est assez logique dans notre culture, parce que si on a assez de terre pour cultiver en terre, pourquoi est-ce que du coup on produit en indoor? Quand on fait un raccourci comme ça, je comprends pourquoi ça bloque. D'ailleurs, je vous ai proposé un petit questionnaire vite fait sur Instagram. Allez me suivre, @les sourciers. Et le résultat est assez flagrant. Ensuite, on est quand même très en retard niveau technologique, clairement c'est pas là où on est les plus forts, donc bon bah ça forcément ça aide pas. Et surtout quand même, un point qui est très important, au niveau de la rentabilité, ce serait un petit peu compliqué de faire comme au Japon. Alors attention, ça veut pas dire que ce serait pas rentable. J'ai visité assez de fermes pour savoir que ce qui fait la rentabilité d'une ferme, c'est pas les légumes qui sont produits, c'est pas la technologie, les types de systèmes de culture qui sont utilisés. Ce qui fait la rentabilité d'une ferme, c'est est-ce que le ou la chef d'entreprise est malin. Parce que des business models, il y en existe des millions et on sait que dans le monde agricole, pour s'en sortir, il faut être un peu créatif. Mais voilà, je dis que la rentabilité peut être compliquée parce qu'au Japon, elle l'est déjà, alors que le prix des salades est 6 fois plus élevé qu'en France. Sachant qu'on a des frais de fonctionnement qui sont pas si éloignés que ça, en tout cas pas 6 fois plus chers, au niveau salaire, eau, électricité, on a tout comparé, et c'est pas si éloigné que ça, alors que les salades sont littéralement 6 fois plus chères. Et donc même au Japon, avec ces prix de vente élevés, il y a beaucoup de fermes qui ont fermé, et il y a aussi beaucoup de fermes qui sont subventionnées par des entreprises privées ou par l'État. Ce qui est normal parce que leur développement fait partie d'une stratégie globale. Mais bon, aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est à terminer de définir. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui fonctionnerait en France ? En France, on voit naître de plus en plus de petites fermes urbaines et certaines d'entre elles sont en indoor. Moi, je le vois bien au sein de la FOP. C'est vraiment cool, il y a une pluralité de solutions qui se développent. Moi, j'adore. Et celles qui marchent le mieux, c'est celles qui restent assez petites parce que ça leur permet d'être assez agiles. Au niveau des produits à faire pousser, c'est vraiment compliqué de rentabiliser une telle installation sur de la salade. Donc, généralement, ce que je vois qui marche le mieux, ça va être des productions telles que des plantes aromatiques, des micro-pousses, des fleurs comestibles qui ont une forte valeur ajoutée. Ça veut dire qu'on va les vendre plus cher et donc on va faire une meilleure marge. Et au niveau des arguments de vente, ceux qui sont le plus souvent amenés, ça va être ceux des circuits courts. Et ouais, parce que quand on se balade dans les grandes surfaces, qui est là où malheureusement la majorité des gens font leurs courses, énormément d'herbes viennent de pays très lointains comme par exemple l'Israël, et en France 75% des fraises qui sont consommées sur notre territoire viennent d'Espagne. Donc finalement ce mode de culture en indoor en France, elle va plutôt se positionner auprès de consommateurs qui cherchent à manger des produits locaux. Quand on fait le bilan carbone, il vaut clairement mieux consommer de l'indoor local que du plein champ importé. Vous m'avez jamais demandé mon opinion là-dessus, mais moi je vous le donne. Je pense qu'il faut jamais dénigrer et refuser d'un bloc une technique de culture. Je pense que toutes les techniques ont quelque chose d'intéressant à nous apprendre. Il est important de garder ses valeurs, mais aussi de garder son esprit ouvert à la diversité. Même les techniques les plus imparfaites ont un potentiel d'amélioration et en fait c'est ça qui est cool, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on essaye d'aller dans la bonne direction ou pas? En agriculture, il faudrait essayer d'arrêter d'opposer les techniques, d'arrêter d'être clivant en disant ça c'est de la bombe, ça c'est de la merde. Il y a énormément de nuances à prendre en compte.
Et il faut se montrer curieux. Enfin, en tout cas, c'est mon conseil, parce qu'il y a vraiment plein de trucs stylés. Bon, déjà, si vous êtes abonné à la chaîne, et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense que c'est votre cas. Donc big up, c'est cool. Maintenant, j'attends plus que de votre part des petits pouces en l'air, et on peut débattre dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Ciao!